Bonjour à tous. Bonjour, très heureuse de vous retrouver ce matin pour la première fois depuis longtemps en direct du studio de Cap Digital. On est heureux ce matin aussi d'avoir quelques personnes chez nous et vous devez être, j'imagine, nombreux aussi derrière vos casques. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va avoir deux invités spéciaux. Estelle Morin de BPI France et puis Sidi Sacco en fin de PR et des corners qui nous parlera des nouveautés du crédit impôt recherche. Voilà, donc heureuse de commencer aujourd'hui. Je vous rappelle les règles pour ceux qui sont en ligne aussi. C'est pour poser toutes vos questions pendant la présentation. On répondra après chaque appel à projet à vos questions. N'hésitez pas donc à compléter, à écrire vos questions dans l'onglet questions qui est à droite de l'onglet chat. Il y a un onglet spécial et là-dessus, on pourra répondre à toutes vos questions par écrit et par oral à chaque présentation. Voilà. Je vais commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Cap Digital, par présenter en quelques secondes, quelques minutes Cap Digital. Voici l'équipe R&D qui vous reçoit aujourd'hui. Jennifer Lecomte, qui est à mes côtés aussi ce matin, qui est directrice de l'équipe Recherche, Développement et Innovation. Et moi-même, donc, qui m'occupe aussi des appels à projets nationaux collaboratifs et des appels nationaux individuels. J'ai aussi en charge l'animation de la communauté de santé numérique pour information. Et puis Julia, qui va nous retrouver juste après, qui s'occupe des appels à projets européens. Et Philippe Roy, qui est toujours avec nous, en ligne aussi, pas très loin. Philippe Roy, qui est toujours délégué adjoint et qui aujourd'hui plus particulièrement des académiques. Hop. C'est mieux comme ça? Très bien. Cap Digital, en 2 mots. On est toujours donc une association, pôle de compétitivité. On regroupe à la fois des structures privées et des structures publiques de toute taille. Aujourd'hui, on a toujours un peu plus de 1000 adhérents chez Cap Digital. On a fêté il y a quelques temps nos 15 ans. La spécificité de Cap Digital, c'est de regrouper parmi ces plus de 1000 structures adhérentes 850 petites structures, TPE, PME, start-up. On a aussi à nos côtés plus de 70 établissements de recherche, organismes de formation aussi, qui nous accompagnent, qui sont membres aussi de Cap Digital et qu'on accompagne aussi, et des grands comptes, plus de 75 grands comptes ETI, EPIC, qui travaillent aussi à nos côtés et pour qui, pareil, on essaye de travailler, d'offrir des services, également des fonds d'investissement. Ça fait aussi très longtemps. On a un collège investisseurs privés au sein de notre conseil d'administration et nous organisons aussi régulièrement des comités d'investisseurs face à ces investisseurs pour leur présenter des entreprises qui souhaitent lever des fonds. Beaucoup d'événements chez Cap Digital, comme aujourd'hui. En général, par année, c'est un peu plus de 100 événements partenaires et en propre, organisés en propre, avec notre magnifique équipe communication événementielle qui travaille beaucoup sur tous ces événements. On regroupe un réseau d'experts. C'est ce réseau d'experts qui est très important, qui est une vraie force et une vraie valeur ajoutée de Cap Digital. 160 experts, je suis sûre qu'il y en a dans la salle, mais il y en a aussi derrière les écrans, c'est certain. Et puis l'équipe, qui est une équipe de 40 permanents aujourd'hui, voilà, à nos côtés, pour faire avancer le numérique en Île-de-France et en France. Les chiffres clés 2020, donc c'est 3 activités principales pour les PME, la R&D. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Beaucoup de projets qu'on a accompagnés depuis le début du pôle, plus de 3000 projets. Près de 900 projets aujourd'hui ont été financés avec l'accompagnement de Cap Digital côté R&D. Une autre activité, l'accélération. Je vous en ai parlé juste un petit peu avant avec les investisseurs aussi. Donc là-dessus, on accompagne également les PME. Et puis, on a toute une activité aussi depuis plusieurs années maintenant, une belle expérience de Open Innovation Transformation numérique, où on organise aussi des challenges numériques à destination de grands comptes, privés ou publics, qui ont une problématique et la plupart du temps des data associées. Et nous sourçons pour eux des PME, des startups pour
qu'il développe des POC à façon pour ses grands comptes. Voilà, donc c'est les 3 activités principales pour les PME en tout cas, voilà, que nous opérons chez Cap Digital. L'Europe, j'en ai parlé, Julia en parlera tout à l'heure, très importante, très important aussi pour nous chez Cap Digital, l'activité Europe, avec une belle équipe également, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle a collaboré, enfin, est partenaire et s'est occupé depuis le début du pôle, donc c'est très important et on a aujourd'hui plus près de 250 structures partenaires de Cap Digital dans toute l'Europe. Pour nous rejoindre, un formulaire d'adhésion simplement. Très attractif pour les startups TPE, en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés, c'est 200 € hors taxe à l'année, pour vous donner une idée pour ceux qui ne le savent pas. Et puis après, en fonction du type d'entreprise et du type d'organisme, voilà, ça augmente un petit peu. L'accompagnement R&D, nos différentes phases d'accompagnement. On commence toujours par une phase de sensibilisation, comme ce matin pour les R&D Corner, chaque premier mardi du mois, toute l'année, et ça depuis plusieurs années déjà. On organise ces événements où on présente ces appels à projets, les différents guichets de financement public existants aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre à jour régulièrement dans l'année grâce à ces R&D Corner. Puis, on a aussi une phase de diagnostic où là, on vous reçoit un rendez-vous individuel et en fonction de votre projet, en fonction de son contenu, en fonction de son budget, on va vous aider à trouver le bon guichet de financement ou les bons guichets de financement qui s'adressent le mieux à votre projet. Bien entendu, en parallèle, il y a toujours cette mise en relation partenaires qualifiés, donc soit avec d'autres entreprises, soit avec des laboratoires de recherche. On est là aussi pour vous aider sur ces aspects-là. Bien entendu, derrière, c'est une fois que vous avez identifié le bon guichet de financement, c'est la fameuse expertise de votre projet en amont du dépôt à l'État. Et donc, des retours d'expertise avec des conseils constructifs, qualifiés, qui vont vous permettre de prendre en compte tout ce que vous jugez pertinent pour améliorer votre dossier jusqu'à la deadline. Et puis en plus, si la synthèse des expertises est bonne, eh bien, nous vous remettrons le label Cap Digital que vous pourrez joindre à votre dossier et aujourd'hui toujours considéré par les financeurs comme un critère de sélection supplémentaire. Et puis nous continuons bien entendu toujours après le projet et quand les projets sont financés à vous aider si vous rencontrez le moindre problème, à être votre intermédiaire et à essayer de rendre en visibilité votre projet au mieux, soit lors d'événements sur lesquels on peut positionner votre projet ou différentes autres actions pour mettre en avant votre projet. Voilà, la valorisation également, on a aussi une chaîne, nous publions des articles sur Medium aussi et voilà, nous pouvons mettre en avant des projets aussi ou des adhérents tout au long de l'année. Voilà l'accompagnement R&D chez Cap Digital et le fameux réseau d'experts dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce réseau d'experts nous est très, très précieux, qui nous aident et qui nous donnent de leur temps bénévolement donc pour expertiser, vous faire des retours sur vos dossiers qualifiés, constructifs, qui vont voilà, pouvoir vous aider. Donc, on réunit des experts entreprises, c'est des gens de l'écosystème, hein, c'est des membres pour la plupart, des entreprises, des chercheurs, et puis on essaye toujours de diversifier les profils d'experts pour chaque projet, pour qu'il y ait plus de retours constructifs et complémentaires. On rentre dans le bain de la R&D. C'est pour ceux qui ne savent pas, donc, il existe deux régimes la plupart du temps, donc sur les appels à projets, que nous accompagnons. On parle la plupart du temps, dans la plupart des appels à projets qu'on présente au R&D Corner, par exemple, de régime R&D. Donc là, ce que vous voyez plus haut sur la droite, sur le slide, le régime RDI ou R&D. Voilà, donc là où vous devez effectivement montrer, justifier aussi, comme vous aurez 45% d'aide en général sur les projets, montrer que vous avez la partie propre sur votre projet pour pouvoir déposer tout ça. Donc ça, c'est le régime R&D. Et on parle aussi de régime de minimi, peut-être que vous en avez pas entendu parler également. Ça, c'est plus pour des appels qui aident au développement ou à la croissance de l'entreprise, comme pour la région Île-de-France, par exemple, les appels PMUP, qui dépendent donc de la règle de minimi. Là-dessus, c'est une règle très particulière comptable qui peut aider jusqu'à 200 000 €
pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. C'est les 2 régimes existants en France pour aider les entreprises. On en parle très souvent dans les appels, pas que à l'Europe d'ailleurs, de plus en plus aussi en national. Le TRL, l'échelle TRL, c'est l'échelle de maturité de votre projet en développement. En tout cas, voilà, si on part de l'idée, du concept, du développement, jusqu'à la maturité complète du projet, la commercialisation. Donc, on parle de TRL et comme ça, il y a cette échelle TRL 1 jusqu'à TRL 9 qui vous permet en fait de mettre une note, enfin en tout cas cette fameuse échelle sur votre projet et de pouvoir voir si vous êtes ou pas éligible à certains dispositifs qui ne financent que, par exemple, les projets entre TRL 4 et TRL 6. Voilà pour l'introduction. Je vais tout de suite laisser la parole à Estelle Morin, qui nous a fait le plaisir ce matin d'être à nos côtés, pour nous présenter la nouvelle vague de l'appel à projet du concours Innove. Estelle, je t'en prie. Merci beaucoup Christelle. Bonjour à tous, donc Estelle Morin, je suis chargée de développement chez BPI France, en charge de la coordination du concours d'innovation Innove, qui s'inscrit dans un consortium des concours d'innovation avec IPHD, eLab et Innove. Donc le concours d'innovation Innove, là je vais vous présenter donc la vague 8 plus spécifiquement, qui a été lancée fin juillet et qui va se clôturer le 5 octobre à midi. Donc la cible de ce concours, c'est donc nous on va chercher des projets à financer des projets innovants monopartenaires. Donc par monopartenaire on entend entreprise unique. On exclut tout type de consortium porté par une PME. Et donc, l'objectif, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions de technologie innovantes. Donc, on va chercher on vient de parler des TRL, donc ça va être des projets qui sont voilà, déjà relativement matures, qui vont être à un TRL entre 5 et 6 au départ, et qui vont aboutir sur un TRL plutôt 7-8, voilà, qui ont une envergure internationale, qui ont des retombées économiques fortes pour l'économie française. Donc la particularité de cette vague 8, c'est qu'on est passé donc de 8 thématiques à 10 thématiques dorénavant. Les thématiques, il va y en avoir 6 qui sont opérées par BPI France. Et puis on travaille en collaboration avec l'ADEME qui s'occupe de l'expertise de 4 thématiques. Donc là sur la slide qui s'affiche, vous voyez les différentes thématiques. Donc on va avoir une première thématique numérique deep tech, une thématique French Fab Industrie 4.0, 2 thématiques santé, une thématique sur les industries culturelles et créatives et une liée à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc ça, c'est les thématiques qui sont expertisées par BPI France. Et à côté, vous avez les thématiques, donc 4 thématiques qui seront expertisées par l'ADEME. Donc c'est économie circulaire, on va avoir une sur les performances environnementales et énergétiques des bâtiments, une thématique sur l'adaptation des territoires au changement climatique et une sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Non. Voilà. Au niveau des critères d'éligibilité, donc ça c'est bien indiqué dans le cahier des charges. Il faut bien le prendre en compte avant de déposer votre projet parce que c'est notre première phase de sélection des projets. Donc pour être éligible à ce concours, il faut déjà déposer un dossier complet sur notre plateforme extranet des projets innovants collaboratifs. Donc c'est sur le site de BPI France. Il faut que le projet donc rentre dans l'une des thématiques, l'une des 10 thématiques. Il faut porter sur des travaux innovants réalisés en France. Donc projet monopartenaire, on en a parlé, porté par une PME, donc PME au sens communautaire. Au niveau de la taille des projets, on va distinguer 2 types de projets, ceux qu'on appelle petits projets qui sont donc avec une assiette de dépenses entre 600 000 et 1 million d'euros, et les gros projets qui sont entre 1 million et 5 millions d'euros. Ne sont pas éligibles tout projet inférieur à 600 000 euros et supérieur à 5 millions d'euros. Voilà. Donc sur le concours d'Innove, on reste entre 600 000 et 5 millions. Et en termes de durée des projets, on va être entre 12 et 36 mois. Pour les critères de sélection, on va regarder donc l'ensemble de ces critères. Pour rappel, on parle d'un concours, donc c'est un appel à projet un peu particulier, du coup, puisqu'on va faire une comparaison des projets entre eux, sur la base de ces critères de sélection.
Donc, le premier critère, ça va être le caractère innovant du projet. Sur le concours d'innovation, on va vraiment chercher donc des projets innovants de rupture et non pas de l'innovation incrémentale. Premier caractère. Donc, on va demander à avoir un état de l'art. C'est via l'état de l'art scientifique qu'on va pouvoir nous déterminer si le projet est de l'innovation de rupture ou pas. On va aussi prendre en compte au niveau des verrous technologiques. C'est très important dans vos dossiers d'identifier les verrous technologiques que vous allez lever. Et vous aussi, quelles sont les solutions? Comment est-ce que vous allez lever ces verrous? La capacité du porteur à porter le projet, on en a parlé, Christelle en a parlé un peu avant, ça va être la capacité financière d'une part et la capacité opérationnelle. Donc, si dans votre équipe, vous avez bien les compétences nécessaires pour votre projet, donc des chercheurs, etc. Et donc, sur la capacité financière, on parle de la règle du 1 pour 1. Donc, c'est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Au niveau du versement des aides, je le remontrerai un petit peu après dans une prochaine slide, mais donc on va vous verser au maximum 70% de l'aide au moment de la contractualisation. Ce montant d'aide, on vous le versera à la condition que vous avez en fonds propres ce même montant. Donc, c'est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. On prend en compte la performance environnementale du projet. Donc ça, sur la vague 8, on a une nouvelle annexe dans le dossier de candidature pour nous permettre d'évaluer justement la prise en compte de la transition énergétique du projet. L'impact économique du projet, bien sûr. Donc là, ça va être sur le modèle économique. Cette partie impact économique est aussi importante que la partie scientifique. Donc, très important dans vos dossiers de candidature, dans votre présentation, de bien indiquer le marché potentiel, votre stratégie d'accès marché, la concurrence. On va avoir tout ce qui est business plan, etc. C'est des points qui sont très importants et qui sont évalués lors de l'expertise des dossiers. Et donc, on va avoir un point, j'en parlais un peu juste avant, sur les retombées économiques et sociales du projet. C'est optionnel, mais c'est un plus. La labellisation par un pôle de compétitivité. On vous a fait la présentation un petit peu avant. Il y a de nombreux pôles de compétitivité. C'est des points qui sont regardés. C'est pas des points bonus par rapport au reste, mais c'est des points où ça montre que votre projet a déjà été étudié. Il y a des très bons pôles de compétitivité qui labellisent vos projets et qui vont vraiment nous. Il y a une partie aussi où on est rassuré de savoir que le projet vous avez été accompagné dans votre dépôt, etc. Donc, c'est optionnel, mais c'est un plus. Les modalités de financement, donc on parlait un petit peu plus tôt des PME. On va distinguer les petites entreprises des moyennes entreprises pour les taux d'aide. Donc, on va être à 45% pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes entreprises. Et le régime d'aide dont parlait Christelle, qui est utilisé pour le concours Innov, c'est le régime RDI. Donc dans le cahier des charges, vous avez un lien qui vous permet d'identifier toutes les dépenses, etc., le détail des coûts admissibles. Et donc, ça dépend de la Commission européenne. Et donc, on est avec ces taux-là. En termes de financement, petit changement par rapport aux vagues précédentes. On passe à 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Sur les vagues précédentes, on était plutôt sur du 2 tiers, 1 tiers. Voilà. En termes de versement, donc j'en parlais, c'était 70% à la signature du contrat. Ensuite, on va pouvoir évaluer, ajouter 1 ou 2 versements intermédiaires et il y aura au minimum 20% qui sera financé à la fin du projet. Au niveau du dossier de candidature, plusieurs documents. Il y a 6 annexes dans le dossier de candidature, ainsi que l'ensemble de documents administratifs. Donc, très important, ça va être le CABIS, vos liasses fiscales, les statuts, les documents d'identité. Donc, ça va être un ensemble de documents administratifs. Tout est indiqué dans le dossier de candidature et ils sont extrêmement importants pour nous après l'évaluation. Vous avez là sur la slide le lien de notre extranet des projets innovants collaboratifs où déposez votre projet. Donc, pour rappel, la clôture, c'est le 5 octobre à midi, heure de Paris. Vous avez, vous pouvez, il y a le contact juste après. Si vous avez des moindres questions au moment du dépôt, on est aussi à votre disposition pour vous accompagner sur le dépôt sur notre plateforme. Et en termes de process de sélection, souvent, il est indiqué aussi dans le cahier des charges, donc relève au 5 octobre, on va avoir une phase de présélection courant novembre 2021. Vous serez notifié suite à cette phase de présélection si vous êtes présélectionné pour passer en audition. Les auditions cette année auront lieu la semaine du 22 novembre pour l'ensemble des projets des 10 thématiques.
On aura une sélection des petits projets, donc des projets inférieurs à 1 million d'euros en janvier 2022, et la sélection des gros projets, donc entre 1 million et 5 millions d'euros, en mars 2022. Et donc, vous avez mon contact, le contact de ma collègue Claire Melki, et le contact donc à privilégier pour toutes vos questions, qui est l'email générique concourinnovation@bpifrance.fr. Voilà. Merci beaucoup Estelle. On va peut-être d'abord répondre, on va donner priorité aux gens qui sont derrière leur casque ou leur PC ou Mac. Manuel nous pose une question, donc ça, je pense que tu y as bien répondu. C'était le niveau de fonds propres minimal de l'entreprise pour candidater. On est bien sûr dans un rapport 1-1. Exactement, 1-1, mais du coup, pas la totalité de l'aide. Donc, comme je l'ai bien reprécisé, le montant de l'aide versée à chaque versement. On a une autre question de Manuel. Y a-t-il une contrainte de recours à des prestataires tiers, notamment sur la partie subvention? Alors, si par prestataire tiers, on entend sous-traitance, Je j'imagine. Donc, la sous-traitance, il est dans les dépenses éligibles, il y a 30% de sous-traitance qui sont éligibles, sachant que cette année, on est monté à 40%, à condition qu'il y ait minimum 20% de la sous-traitance qui soit faite avec des laboratoires et des organismes de recherche. Voilà. Mais sinon, il est possible de faire appel à de la sous-traitance. Le mieux, c'est de la sous-traitance en France, bien sûr. Si jamais votre sous-traitant est en Europe, il faudra justifier dans votre dossier de candidature, dans votre présentation, que vous n'avez pas pu avoir recours à un sous-traitant français. Et si jamais c'est un sous-traitant international hors Europe, voilà, justifier qu'il n'y a pas en France ni en Europe. Très bien. Et c'est limité, tu l'as dit peut-être 30%, et ça passe à 40% si vous avez 20% en organisme de recherche. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup. C'est une question qu'on nous pose souvent. Anouk, bonjour Anouk, nous pose une question aussi. Le fait d'être implanté en territoire d'industrie constitue-t-il un bonus? Alors, au niveau des régimes d'aide sur Concours Innov, malheureusement, non. Ça sera vraiment 45% d'aide. Enfin, au niveau des aides, voilà, ça n'aura pas d'impact. Et c'est pas dans les critères de sélection. C'est pas considéré pour cet appel, c'est très clair. Quels prêts, donc ça c'est Rudy, quels prêts sont considérés comme des fonds propres? Prêts d'honneur, bancaire, recouvrement. Est-ce que tu peux rappeler peut-être en 2 mots fonds propres ou quasi fonds propres, je crois? Ouais. Alors, au niveau des fonds propres, on va prendre, je vais reprendre quand même on avait fait, voilà, spécialement indiqué dans le nouveau cahier des charges sur ces points-là. Donc là, on avait indiqué les capitaux propres qu'on prenait en compte, l'ensemble des capitaux propres, mais avec les émissions à titre participatif et les comptes courants d'associés bloqués, qui sont pris en compte dans les fonds propres. Donc ça qui peut aider aussi un certain nombre de petites entreprises. Donc on prend en compte, voilà, compte courant d'associés bloqués. Je ne sais pas si ça répond bien. Oui, ce qui rajoute, ce qui est je pense. Merci beaucoup. Maxime, notre projet est au stade TRL 7 et a bénéficié de financement européen SmartX pour arriver à ce stade. Pouvons-nous candidater à InnovUp? InnovUp, c'est Innov. Alors, voilà. C'est toujours InnovUp, c'est le petit appel de la région Île-de-France. Et je pense qu'il veut bien dire Innov. Pour Innov. Ouais, donc je donnais à titre indicatif les TRL, il n'y a pas de limite. Voilà, vous avez vu dans les critères de sélection, dans les critères d'éligibilité, on n'a pas de limite de TRL. Donc ça peut arriver, on finance des projets un petit peu à tout niveau sur cette partie 6, 7, 8. Donc bien sûr, un TRL 7 peut déposer à la condition qu'il réponde à tous les critères d'éligibilité. Et là, peut-être un dernier éclaircissement, donc une question de Franck. Je pose la question, l'industrialisation d'un produit proto est-elle éligible? Alors nous, on ne finance pas la partie industrialisation, on va vraiment financer la partie recherche et développement. Donc, sont éligibles dans les coûts du projet uniquement toutes les dépenses de R&D. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Estelle dans la salle? N'hésitez pas, s'il y en a. Je vais me permettre aussi donc de répondre à une question pour Cap Digital, parce que du coup, on n'en a pas parlé et je ne suis pas sûre que nous avons un slide derrière. Donc, pour tous ceux qui voudraient avoir un soutien de Cap Digital, notre deadline, donc normalement, c'est pas normalement, notre deadline, c'est le 14 septembre.
ceux qui nous connaissent, un jour ou deux, si vous nous prévenez en avance, est possible, mais on pourra vraiment pas faire plus. Il faut vraiment savoir que derrière, c'est ce que j'expliquais au début, hein, il y a les experts, on les sollicite, on attribue vos dossiers. Et donc, on a 2 à 3 experts par dossier qui vont passer 8 jours, 8 à 10 jours, et c'est déjà super, pour regarder votre dossier et l'expertiser. Donc, pour pouvoir vous faire des retours une semaine avant le 5 octobre, la deadline, c'est le 14 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer notre adresse Cap Digital, c'est toujours projet au singulier @capdigital.com. Derrière cette adresse, c'est Philippe, l'équipe Philippe, Jennifer, Julia et moi-même. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on a maintenant un petit formulaire de manifestation d'intérêt. C'est la nouveauté Cap Digital de ce Innov. Donc n'hésitez pas, il y aura d'abord un petit formulaire à répondre et puis ensuite on pourra vous avoir au téléphone s'il y a besoin pour répondre à vos questions et attendre votre dossier pour le 14 septembre. Les pièces cabis administratives qui étaient indiquées dans le slide d'Estelle, tout ça, nous à Cap Digital, on n'en a pas besoin. Nos experts, c'est vraiment les documents principaux, c'est-à-dire la présentation du projet, la présentation de l'entreprise et puis bien sûr l'annexe financière, voilà, pour pouvoir répondre. Nos grilles d'évaluation reprennent les critères de sélection du cahier des charges de l'appel. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de ces infos pour pouvoir vous faire des retours qualifiés sur le dossier. Voilà. Parfait. Merci encore Estelle. Merci beaucoup pour ta présence ce matin. On va laisser rentrer Julia pour la suite aussi. Je veux bien la petite télécommande de Jennifer. Fait. Hop. Et hop, je passe la tablette. Et je vais juste enchaîner sur... Ah ben, on avait mis la slide. Voilà, vous aurez les slides, parce que vous aurez tous les slides. Hein. Je le rappelle, tous les slides et le lien du replay d'aujourd'hui vous sera envoyé à tous les inscrits dans la journée. Donc, vous retrouverez toutes les informations et on voit bien donc ici la date du 14 septembre côté Cap Digital. Les thématiques qui sont rappelées. Pour vous présenter, je vais continuer sur les appels nationaux rapidement avant de laisser la main à Jennifer sur les dossiers, les projets ANR. Hop, c'est vrai, j'essaie toujours de passer là-bas. Un dispositif que nous présentons souvent au R&D Corner depuis longtemps, mais qui est très intéressant et qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut être attractif, c'est le dispositif rapide. Là, on est sur un tout autre... on peut être sur plusieurs sujets d'ailleurs et plusieurs marchés, bien sûr. C'est un dispositif qui est donc financé par l'Agence Innovation Défense et qui est tout à fait opéré par eux aujourd'hui. Qui permet en fait à une PME ou à une ETI de proposer donc le développement R&D d'un projet d'innovation dual. C'est-à-dire que le projet doit à la fois être intéressant pour le côté militaire, le côté défense, et à la fois le côté civil. Donc c'est important qu'il puisse avoir ces deux aspects. Donc si quelque part votre projet peut intéresser la défense, mais a aussi un cas d'usage civil important, en tout cas doit être là, alors vous pouvez proposer un projet à l'Agence Innovation Défense. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année sur ce dispositif. C'est un dispositif qui court au fil de l'eau. Vous pouvez vraiment déposer votre dossier tout au long de l'année. Donc là aussi, côté Cap Digital, 2 à 3 semaines avant la deadline, hein, on vous demandera le dossier pour pouvoir l'expertiser si vous souhaitez un label. Et l'aide, selon les critères pour lesquels vous allez soumettre votre dossier, c'est-à-dire collaboratif, par exemple, avec au moins un partenaire. Il y a différents critères qui sont très clairement indiqués sur le cahier des charges. L'aide peut aller jusqu'à 80% de subvention. Et on est uniquement sur de la subvention sur ce dispositif. D'où l'intérêt aussi, si jamais ça peut vous intéresser. On est là pour répondre à vos questions aussi. Vous aurez tous les détails dans les slides. Je vais y passer très vite ce matin. Le CNC, le Centre National de Cinématographie, le CNC RIAM, qui est un dispositif qui existe depuis des années, très, très attractif et très intéressant pour les TPE, PME, ETI. Il y a 2 volets qui peuvent être financés à travers le CNC RIAM, le volet faisabilité et le volet R&D.
Et voilà, l'aide peut aller toujours entre 30 et 50%. Ça peut être uniquement de la subvention et en fonction de la subvention et de l'avance remboursable ou de la subvention et un prêt, un PTZI, prêt au zéro innovation. Voilà, donc tout ça, c'est pour les entreprises qui s'intéressent au marché de l'audiovisuel et du multimédia au sens large. Donc, si vous êtes sur ces sujets-là et que vous ne connaissez pas le CNCRIAM, il faut aller regarder. C'est toujours pareil, c'est au fil de l'eau, mais il y a des relèves quand même. Donc là, il y a la prochaine relève qui sera le 22 octobre pour cet appel. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail si vous voulez qu'on réponde aussi à vos questions et qu'on vous accompagne sur ce guichet. Vous aurez également tous les critères qui se retrouvent, hein. Innovants, les modalités d'instruction, les emails des financeurs qui vont bien sur ce guichet CNCRIAM. Et puis on a toujours quelques appels qui sont ouverts côté volet média Europe créative. Donc ça aussi, ça concerne toujours le volet média et les acteurs des médias. Des appels après très très particuliers, hein, sur des axes très thématiques. Donc là, il y en a encore 3 qui sont en cours, développement, audience développement and film education, VOD networks and operators et European Co-Development. En tous les cas, voilà, quelques appels sont encore en cours et clôturent en octobre et en novembre. Si vous êtes sur ces sous-secteurs des médias, n'hésitez pas à regarder aussi. Il y a juste une question sur le rapide. Oui. Une question de Célim qui demande, quand on dit pas plus de 2 partenaires, cela veut-il dire 2 partenaires plus le porteur ou 2 au total, porteur inclus? Je vérifierai vraiment, mais pour moi, c'est 2 partenaires en plus. En plus du porteur. En plus du porteur de projet. Le coordinateur, c'est vraiment lui qui porte la proposition. Et effectivement, dans le cahier des charges actuel du Rapide, il est indiqué jusqu'à 2 partenaires maximum. Donc, je pense bien que c'est 3 au total avec le coordinateur. Je pourrais vérifier quand même pour Céline, sans problème. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur ces 2 appels à projets, Rapide et CNC? Pas de questions, donc on peut passer à la suite. Je te laisse les présenter, vas-y. C'est les collaborateurs. On est sur les 2 appels à projets collaboratifs. L'appel à projet, enfin pas que collaboratif d'ailleurs maintenant. Le nouvel appel à projet, dont vous avez peut-être pas encore très bien en tête le petit nom, donc c'est IDEMO. IDEMO, c'est le nouvel appel à projet donc pour soutenir les projets R&D structurants côté BPI France. Prend la suite aussi, par exemple, de plusieurs dispositifs anciens, mais dont le PSPC, dont on a beaucoup parlé dans nos R&D Corner, par exemple. Aujourd'hui, on a l'appel à projet IDEMO, qui sera ouvert d'ailleurs jusqu'au 3 mai 2022, avec différents relevés intermédiaires, dont le prochain sera le 5 octobre, puis le 9 novembre. Donc, ces appels à projets IDEMO, ça peut être des projets individuels qui doivent faire au moins 2 millions d'euros de budget, ou des projets collaboratifs jusqu'à 4 millions d'euros de budget. Et on est sur le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. On a beaucoup de projets qui vont entrer là-dedans, mais vous comprenez bien qu'en tout cas, beaucoup de projets. En tout cas, on est sur des projets à un niveau important de budget, qui sera au moins de 2 millions d'euros pour les projets individuels, des projets de 3 à 5 ans, donc des gros projets de R&D structurants. On parle, les retombées économiques directes, forcément, vont être très importantes. Les retombées indirectes aussi au bénéfice des filières. On est sur des projets structurants. C'est vraiment le même type d'appel quand on présentait aussi les projets structurants des pôles de compétitivité, le PSPC. On est vraiment sur ce type d'appel. Donc à creuser, voilà. Si vous êtes, en tous les cas, on est là pour ces gros appels à projets aussi collaboratifs et R&D, celui-ci et le prochain. On est vraiment là pour vous aider aussi à structurer votre projet et pas à le monter parce que malheureusement on n'a pas les mains pour le faire, mais en tout cas à vous aider à travailler et à monter ces projets-là dans le temps parce que ça prend quelques mois à monter. Vous imaginerez bien que ça peut pas se faire en 15 jours.
Voilà, et le deuxième appel à projet là qui va bientôt clôturer, donc c'est l'appel, donc l'avant-dernière deadline va bientôt arriver le 22 septembre. Il y aura l'appel qui clôturera le 24 novembre. Donc il y a encore 2 possibilités de pouvoir déposer des dossiers le 22 septembre ou jusqu'au 24 novembre. C'est l'appel ATF, plateforme numérique et mutualisation de données pour les filières. Donc là, on est aussi sur des gros projets au-dessus de 2 millions d'euros. On a 50% d'aide aussi, qui sera moitié 50 subventions, moitié avance récupérable, sur des projets collaboratifs qui vont jusqu'à 5 ans de projets, des gros projets de mutualisation de données pour les filières. Voilà, donc qui doivent être portés par une entreprise. Et qui doit réunir en fait autour de donc une entreprise ou une entreprise de société. Une société de projet. Une société de projet, c'est ça. Voilà. Donc si vous pensez comme ça avoir des gros projets structurants, de toute façon ça se travaille. On est là pour vous écouter et pour vous aider à avancer sur ce type de sujet. Donc n'hésitez pas à nous contacter quoi qu'il en soit pour ces appels à projets que je viens de présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions sur l'appel IDEMO. Est-ce qu'il y a des questions sur l'appel IDEMO ou l'ATF dans la salle? Non, pas de questions non plus. Parfait. Eh bien, je vais pouvoir... voilà, de toute façon, il y aura des exemples, vous verrez. Hein, on a des slides beaucoup plus complets que vous recevrez tous dans la journée, que vous pourrez regarder si tout ça vous intéresse. Avec des exemples de projets. Je vais te laisser la parole, Jennifer, pour les appels de l'ADEME et puis les appels de l'Agence nationale de la recherche. Merci beaucoup, Christelle, et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les appels à projets nationaux ADEME. Donc, tout d'abord, un appel qui clôture le 5 novembre, qui est l'appel à commun, résilience des territoires pour accompagner la résilience des territoires face au changement climatique. Donc c'est vraiment pour créer des communs. Donc c'est un appel entre l'ADEME et puis l'AFD, hein, l'Agence française du développement. Et donc vous avez les différents défis qui sont posés là sur la slide. Si jamais vous voulez participer à cet appel à commun, de la même façon, il y a un wiki pour regarder un petit peu les projets qui se sont déjà constitués et sur lesquels vous pourriez par exemple contribuer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur cet appel à commun. Je suis allée trop vite. Et puis, toujours cet appel de l'ADEME qui est un appel générique. Si votre projet ne rentre pas dans un appel à projet identifié de l'ADEME, vous avez en fait un appel à projet générique ouvert au fil de l'eau de l'ADEME. Donc, si vous portez un projet de recherche, de développement ou d'innovation, ça s'appelle Aide 2021. Donc c'est une aide de l'ADEME qui subventionne jusqu'à 25 à 100% de votre projet pour les entreprises, les collectivités, les associations, les laboratoires. L'ADEME est en mesure de financer ces projets de RDI. Donc si vous êtes porteur d'un projet, n'hésitez pas de la même manière à nous contacter. On pourra vous mettre en relation avec l'ADEME, ou prenez directement un contact avec l'ADEME sur le site internet, et de la même manière on pourra vous aider dans l'expertise de votre dossier. Donc n'hésitez pas à candidater. Ensuite, je vais vous parler des appels nationaux ANR, donc là qui concernent plus la recherche publique, mais pas que. Donc on est dans la nouvelle politique ANR de 2021-2030, avec du coup la sortie de l'appel à projet générique 2022. Donc c'est un appel à projet de l'ANR qui est porté donc par l'Agence nationale de la recherche. C'est des projets de recherche collaboratifs allant de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Sur cette mouture, 56 actes de recherche ont été
ont été identifiés. Donc 37 axes qui correspondent à de la recherche dans les 7 domaines disciplinaires et 19 axes de recherche correspondant à des enjeux transversaux au sein de 7 domaines transverses. Donc vraiment, la multidisciplinarité est vraiment à l'honneur sur cet appel à projet générique, et également des moutures spéciales pour les sciences humaines et sociales qui seront particulièrement accompagnées sur cet appel à projet. Donc 5 types de projets, un de plus que dans les années précédentes, avec la remise en place du projet de recherche mono-équipe, donc PRME, qui revient pour cette nouvelle mouture, et toujours les autres appels à projets, projet de recherche collaborative, projet de recherche collaborative avec une collaboration avec les entreprises, et projet de recherche collaborative international, et toujours le jeune chercheur, jeune chercheuse qui est aussi à l'honneur dans cette ANR. Donc là, toujours 2 phases de dépôt de dossier, hein. Une première phase avec une demande de préproposition qui clôture le 28 octobre 2001. Et lorsque vous faites votre demande de préproposition, vous devez demander le soutien directement sur la plateforme de Cap Digital si vous voulez qu'on vous accompagne. Donc il faut bien spécifier lors de ce premier dépôt. Et puis ensuite, une proposition complète qui sera à rendre d'ici le mois de février 2022. Donc ça, c'est une date encore à confirmer. Donc de la même manière, pour ces appels à projets génériques, hein, une demande de soutien, d'expertise et de labellisation est possible auprès de Cap Digital. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes un laboratoire de recherche ou même une entreprise qui chercherait une collaboration avec un laboratoire de recherche, ou inversement. Toujours cet appel à projet laboratoire commun, LabCom, pareil, soutenu par l'ANR. Donc on aime vraiment bien cet appel. On trouve qu'il est vraiment, il est vraiment très intéressant pour une entreprise pour développer vraiment pour valoriser en fait les produits de la recherche scientifique. Donc c'est vraiment l'alliance entre un établissement public, organisme de recherche, et une PME ou une ETI qui a pour but du coup de fonder un laboratoire commun sur des thématiques de recherche qui intéressent les 2 parties, et la PME et l'ETI va pouvoir valoriser les produits issus de cette recherche et les commercialiser. Donc c'est une gouvernance commune, une feuille de route de recherche et d'innovation commune, des moyens de travail qui permettront d'opérer cette feuille de route. Donc voilà, on est bien sûr un appel qui finance le laboratoire et non pas l'entreprise, mais vraiment qui est un bon partenariat. Donc la deadline est bientôt très proche maintenant, le 21 septembre, sur cette relève-là. Et donc, on vous invite vraiment à postuler, voilà, sachant que sur tous les dispositifs ANR, hein, la volonté du gouvernement, c'est vraiment de doubler le nombre de lauréats, donc pour réussir à atteindre les 30% de réussite sur cet appel. Donc n'hésitez pas, si vous avez un tel projet avec une entreprise, ou si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à monter un projet de ce type avec un laboratoire, nous pouvons également faire de la mise en relation. Alors, un appel à projet spécifique, thématisé de l'ANR qu'on voulait particulièrement mettre en évidence, puisque ça rentre dans les thématiques de recherche chez Cap Digital. Alors peut-être je vais te laisser le présenter puisque ça rentre dans tes attributions sur la santé et le vieillissement, si tu veux, Christelle, ou sinon... Je ne sais pas l'allumer. Oui, effectivement, donc cet appel est arrivé là pendant l'été et destiné aux chercheurs particulièrement sur la thématique autonomie, vieillissement et situation de handicap. Voilà, donc cet appel clôture le 2 novembre. Il y a des défis qui sont proposés dans cet appel à projet particulier. Donc, défi 1, définir la notion d'autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa mesure. Le deuxième défi, conception des politiques publiques en matière d'autonomie.
On est sur des projets d'une durée maximale, donc de 3 ans ou de 5 ans. Vous voyez, en fonction des défis, c'est pas le même montant de budget et de projet à déposer. Donc en fonction, dans tous les cas, donc si vous êtes une équipe de recherche, un laboratoire de recherche autour de ces sujets, que vous voulez que Cap Digital vous accompagne sur cet appel de l'ANR, eh ben on est là, on est présent et on saura vous aider et puis faire expertiser votre projet aussi en amont. Donc on demande les dossiers le 14 octobre pour cet appel à projet. Merci Jennifer. Merci beaucoup. Et toujours aussi l'appel à projet Astrid, qui est également porté par l'ANR et l'agence Innovation Défense. Donc cet appel à projet Astrid IA 2021, donc c'est sur l'accompagnement spécifique des travaux de recherche et d'innovation défense. Donc avec un appel qui vise à soutenir les projets fortement exploratoires et innovants dédiés à la recherche et au caractère dual à bas niveau de maturité technologique. Donc de la même manière, si vous avez un tel projet de recherche, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur cette expertise et la labellisation de votre projet, ou même si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur cet appel à projet Astrid. Alors, avant de passer la parole à Julia, je vais lui demander s'il y a des questions. Alors, il y en a une de la part de Mathieu. La deadline d'Astrid n'est pas passée? Alors, tout à fait, Mathieu. Merci pour ta sagacité. Effectivement, c'était le 27 juillet et je n'ai pas regardé. Donc voilà, petite erreur. Merci, Mathieu. Donc, ne postulez pas Astrid, mais vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez avoir des informations sur cet appel qui reviendra à coup sûr et qui revient chaque année. Donc, je te laisse la parole, Julia. On va faire un petit échange. On va faire un échange de tablettes et de télécommande. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, moi, je suis ravie de vous retrouver ici en IRL, comme on dit, et puis à ceux qui sont derrière la caméra. Donc, j'ai remplacé mon pyjama pilou avec la webcam par une robe un peu plus saillante. Je me suis coupé les cheveux cet été en me disant, voilà, c'est la rentrée, je suis parée pour 2021-2022. Voilà. Et donc l'actualité, je vais vous présenter, donc moi c'est Julia Moravski pour ceux qui me connaissent pas, et je vais vous présenter un peu l'actualité des appels principalement R&D européens et à destination surtout des PME et des startups. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le mécanisme qui s'appelle le financement en cascade, ou en anglais, on parle de cascade funding. Donc là, il s'agit d'un outil plus agile. Donc, c'est la Commission européenne qui a voulu imaginer, en fait, un nouveau mécanisme financier qui vise à cibler davantage les innovateurs, donc start-up et PME. Donc, à la place que ce soit la Commission européenne qui soit l'opérateur des appels à projets. Ce sont des consortia européens composés de clusters comme Cap Digital ou de centres de recherche qui vont lancer eux-mêmes des appels à projets. Donc, l'avantage de ce mécanisme, c'est qu'il y en a dans tous les secteurs. Santé, agriculture, Internet. Vous allez voir au fur et à mesure de ma présentation. C'est un taux de financement qui peut aller jusqu'à 100% des coûts éligibles. On peut voir qu'il y a des montants qui vont de 5K à 300K. Ce sont des subventions européennes provenant de Horizon 2020 et maintenant Horizon Europe. Donc, ce n'est pas comptabilisé dans les règles de minimise. Ça peut être des candidatures individuelles ou en consortium selon les appels. Et surtout, ce sont des dossiers légers, c'est-à-dire que vous avez entre 5 à 15 pages à compléter. Et bien sûr, la langue de travail, c'est l'anglais. Des projets courts qui vont en général de 6 à 18 mois et un accès facilité grâce à des partenaires locaux qui, eux, vont gérer ces appels. Quel type de soutien vous pouvez obtenir? Donc financier, comme je vous disais, mais aussi on peut vous aider à travers de l'accélération, de l'accès à de nouveaux marchés, du transfert de techno, du prototypage, du test en situation réelle. Et bien sûr, je vous ai mis la page en bas à droite.
d'impact. Alors, voici un exemple de financement en cascade. Donc, le projet européen s'appelle DigiCirque. Il est coordonné par Cap Digital. Ici, on veut booster le secteur de l'économie circulaire en soutenant les solutions numériques dans 3 domaines. Donc, il y avait la ville circulaire, l'économie bleue et la bioéconomie. C'est le dernier appel à projet de DigiCirque. Ici, on demande aux PME start-up de relever le défi pour une économie circulaire du vivant. Donc, l'appel sort demain. Il se clôturera le 10 novembre prochain. Chaque PME peut recevoir jusqu'à 60 cas. Et vous recevrez aussi une forme d'accompagnement, des cours en ligne réalisés par Polito. Donc Polito qui est le centre universitaire à Turin. Vous avez des événements, des ateliers, un coach qui vous suit et un accès à un portefeuille d'investisseurs. Chaque projet peut recevoir jusqu'à 120 cas. Pour y répondre, il faut être minimum 2 PME ou start-up innovantes ayant une expertise complémentaire. Le projet devra répondre à l'un des 6 challenges identifiés par le consortium. Vous avez la liste ici. Et bien sûr, je vous ai mis aussi en bas de la slide les pays éligibles. Et si vous cherchez un partenaire, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi mis en place un outil de matchmaking. Un autre appel à projet issu du mécanisme de financement en cascade, ici ça s'appelle Open Call Grow Harvest, c'est MetaBuilding le projet. Ici on vise à soutenir l'innovation dans le secteur de la construction. Pareil, il faut être minimum 2 partenaires, donc 2 PME, de 2 secteurs éligibles, dont l'un est la construction. Je vous ai mis aussi les autres règles d'éligibilité. La deadline est la semaine prochaine. Chaque projet là peut obtenir jusqu'à 60 cas et 16 projets seront financés. Hop, ça fonctionne pas. Ah, voilà. 2 appels, 2 open calls, on les appelle en anglais dans notre jargon, issus du projet UFO. Donc ici, il vise à développer des nouveaux produits et services volants innovants. La deadline est la semaine prochaine. Pareil, il faut répondre en partenariat, donc avec minimum 2 PME ou start-up. Et là, la singularité, c'est que vous pouvez répondre à l'un des 2 appels à projets. Il y a 2 types d'appels à projets. L'un concerne la demonstration voucher et l'autre, c'est un voucher pour vous aider dans la faisabilité de votre projet. Je vous invite, si vous êtes intéressé, bien sûr, quand vous recevrez les slides, à aller sur leur site internet. Next Generation Internet, alors je le présente à chaque R&D Corner. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui connaissent. Alors, j'ai pas de oui, j'ai pas de non. Bon. Donc, il s'agit d'une initiative de la Commission européenne qui vise là à réaliser l'Internet de demain. Donc, concrètement, la Commission européenne cherche à soutenir les technologies, à développer de nouvelles technologies basées sur les valeurs européennes. Donc, concrètement, ils souhaitent que les technologies qui renforcent la privacy, la confiance, les technologies décentralisées, la gouvernance des données, la portabilité des données, il y a plusieurs appels à projets qui vont être lancés dans ce sens-là. Next Generation Internet, c'est plus qu'une initiative, c'est une communauté qui se forme. Donc, il y a un site internet qui est dédié dessus. Il y a plusieurs appels à projets qui sortent régulièrement. Et là, je vous ai mis donc les appels à projets qui sont sortis. Vous allez voir, donc il y en a beaucoup sur la blockchain. Je vous ai mis donc les deadlines. Il y en a qui se clôturent la semaine prochaine. Il y en a qui clôturent en octobre, mais d'autres appels vont se clôturer en décembre. Ici, pareil, je vous ai mis les autres appels à projets. Il y a aussi des partenariats entre chercheurs européens et américains sur ces sujets. Voilà.
Un petit point sur BPI France. Donc BPI France peut vous aider aussi dans le diagnostic de partenariat technologique international. Surtout si, voilà, je vous laisserai regarder donc la slide, mais n'hésitez pas à, si vous voulez être porteur d'un projet, aller demander l'aide pour vous accompagner, en tout cas dans l'aide de montage de votre projet européen. Voilà. Eurostar 3, peut-être qu'il y en a certaines personnes d'entre vous qui connaissent le dispositif Eurostar, la vague, enfin l'appel, enfin Eurostar 3 vient de sortir. Il y aura qui est rebaptisé Innovative SMEs. Là, on vise vraiment à soutenir des PME innovantes, à fort potentiel de croissance et porteuses de projets collaboratifs et innovants. Donc, il faut être minimum 2 PME de 2 pays différents et enfin 2 entreprises, pardon, de 2 pays différents et la PME doit être leaduse du projet. Les ETI et les académiques sont aussi éligibles. L'intérêt de cet appel, c'est que vous pouvez être en partenariat avec 40 pays d'Europe, plus le Canada, Singapour, l'Afrique du Sud ou Israël. Je vous ai mis le taux de financement pour chaque type d'entreprise et les ACAD. Il y a donc des nouveautés, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire organisé par la BPI France, car je ne l'ai pas dit, mais BPI France est l'opérateur de cet appel à projet. Horizon Europe, voilà, c'est le successeur de Horizon 2020. Donc, c'est le programme RDI de la Commission européenne. Il a été lancé là cette année. Il va se clôturer donc en 2027. Et nous, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est le pilier 2 et le pilier 3. Donc, pilier 2, il s'agit voilà, des projets collaboratifs européens. Et le pilier 3, je vais surtout vous présenter le Conseil européen de l'innovation et l'EIC accélérateur. Alors, Horizon Europe, pilier 2, là on parle de cluster. Il s'agit donc de financer des projets collaboratifs. Ah, je vois qu'il manque un S à projet, pardon. Projets collaboratifs européens. La Commission européenne souhaite financer 6 grandes thématiques qui sont appelées clusters. Donc vous avez la santé, la culture, créativité, la société, la sécurité civile, le numérique, bien sûr, l'industrie et espace, le climat, énergie, mobilité, et le dernier qui est l'alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. L'intérêt de ces appels à projets, c'est que tout type d'acteurs sont éligibles. Donc, vous pouvez être aussi bien un centre de recherche, une entreprise, une association, une collectivité, une PME, une start-up. Et vous décidez de répondre ensemble à un appel à projet lancé par la Commission européenne. Comme il s'agit d'un projet européen, il vous faut des partenaires européens parce que pour être éligible, il faut être minimum 3 partenaires de 3 pays différents, dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Donc concrètement, le Royaume-Uni, la Norvège et la Turquie, ça ne constitue pas un consortium éligible. Il faudra minimum Royaume-Uni, Norvège et l'Italie, par exemple. Je vous ai mis voilà, les différents types d'actions qu'il existe dans le pilier 2 avec le taux de financement et la durée des projets en mois. Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous recherchez des partenaires. Voilà. Alors, les points de contact nationaux, donc ce sont des relais entre la Commission européenne et la France, ont mis en place des webinaires dernièrement en juin et juillet. Je vous ai mis la page ici, donc n'hésitez pas, si vous voulez approfondir un des appels à projets, à aller sur cette page.
Cet instrument plutôt s'adresse aux académiques. Ici, il s'agit donc d'une aide au montage de projets européens ou internationaux. Donc c'est la vague 3. La deadline est le 22 octobre, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page. European Innovation Council, et je vais vous parler donc de EIC Accelerator, qui est, on va dire, le successeur d'instruments PME, pour ceux qui connaissent. Ça a été un peu transformé, mais l'idée est toujours la même, hein, on veut soutenir des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber les marchés existants. Donc, pour être éligible, il faut être une PME ou une start-up. Sous certaines conditions, vous pouvez être scale-up ou des personnes physiques. Il faut avoir déjà un TRL de 5-6. Et il existe donc plusieurs alternatives de financement, donc soit une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, soit un financement mixte, donc c'est subvention plus une equity qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Le processus de sélection a changé, donc le système de notation a disparu et a été remplacé par des systèmes de go, no go. Vous avez un pré-filtre avec un dépôt continu pour les dossiers courts. Donc ça, c'est l'étape 1. Vous déposez votre vidéo, votre pitch deck. Une fois que vous êtes retenu à cette étape 2, il y a une sélection sur un dossier complet. Il s'agit d'une vingtaine de pages avec des annexes que vous devez déposer à l'une des 2 cut-off de cette année. Donc la prochaine, c'est 6 octobre. Et il y en aura d'autres l'année prochaine, en 2022. Et une fois que vous êtes sélectionné à l'écrit, on vous invitera à pitcher votre projet devant un jury à Bruxelles. Et bien sûr, un Cap Digital peut vous accompagner sur ce dispositif, notamment grâce à notre bassin d'experts et via l'expertise de votre dossier. Voilà, là je vous ai mis quelques chiffres de la dernière cut-off du 16 juin. Il y a eu 801 propositions reçues. On a demandé plus de 4 milliards de financement. 17,5% de femmes CIO ont déposé un projet. 83% des candidatures ont demandé des financements mixtes. 30 pays, donc dans les candidatures reçues, il y a eu 30 pays. Et les interviews ont lieu ce mois-ci en septembre. Donc on saura la sélection prochainement, j'imagine le mois prochain. Si vous venez nous réécouter au R&D Corner, je pourrais vous dire peut-être les lauréats de l'EIC Accelerator. Je continue. Voilà, le programme LIFE. Alors, il s'agit, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le programme européen qui vise à soutenir des projets dans l'environnement et le climat. Là, j'ai ciblé surtout des appels à projets qui peuvent être intéressants pour des candidats, donc surtout PME et start-up, pour des projets proches du marché, qui peuvent donc candidater dans les domaines suivants. Donc, dans le sous-programme qui s'appelle économie circulaire et qualité de l'air, il y a 7 priorités. Et puis, le deuxième domaine, c'est atténuation et adaptation du climat avec ces 3 priorités. Si vous êtes intéressé par cet appel à projet, donc la deadline est le 30 novembre. Le taux de financement va jusqu'à 55% du projet. Il y a donc cette semaine, n'hésitez pas à regarder donc la session Q&A réalisée. Là, c'est la Commission européenne qui répondra à vos questions sur ces dispositifs. Et bien sûr, si vous recherchez des partenaires, il a été mis en place une plateforme pour réseauter qui sera disponible jusqu'au 30 novembre. Et j'ai mis aussi la page dédiée aux projets financés. Je laisse la parole donc à ma collègue sur les appels régionaux et d'Île-de-France. Alors, il y a quelques questions. Donc, je te les pose. Donc, la première question de Ariane, que signifient les actions CSA ?
Alors, en général, ça vise à financer des projets de mise en réseau. Ça vise aussi à financer des projets qui vont écrire des position papers. Voilà. Donc, de l'échange de bonnes pratiques entre acteurs. Merci. Une autre question de Gérard. Est-ce qu'un partenaire suisse peut participer à Horizon Europe? Non, malheureusement, cette année, donc la Suisse n'est plus éligible, en tout cas sur Horizon Europe. Elle était sur Horizon 2020. Il y a des négociations qui se font entre la Commission européenne et la Suisse. Mais là, cette année, si vous avez un partenaire suisse, il n'est pas éligible au dispositif. Et alors, une question de Manuel, mais je pense que c'est que tu as répondu que tu n'avais pas la réponse, mais je pense que c'est sur l'IIC Accélérateur où il demandait 800 propositions reçues, combien de projets finalement sélectionnés? Ah, bah, je vous le dirai, j'espère le mois prochain, j'ai pas la réponse. Très bien, c'est bien ce qui me semblait. Et d'ailleurs, j'en profite, Estelle, puisque tu es toujours là, on nous a aussi demandé le taux de réussite sur Innov. Alors, en termes de statistiques, sur les 7 vagues précédentes, on est sur un taux de sélection de 20%. Voilà, donc on a environ 50% après la présélection. On a encore en moyenne 50% aux auditions et sur la sélection finale, 20%. Merci beaucoup. Et c'est tout pour les questions concernant la partie Europe. N'hésitez pas à contacter Julia si vous avez d'autres questions. Peut-être dans le public, est-ce que vous avez des questions sur cette partie Europe? Non, pas de questions. Très bien, merci beaucoup Julia. Et donc on va passer aux aides et appels à projets régionaux d'Île-de-France. Donc tout d'abord un petit, alors normalement on commence par ça, hein, mais là comme on avait Estelle avec nous, on finit par ça, mais bien rappeler que dès que vous êtes porteur, dès que vous avez un projet d'innovation et que vous souhaitez le soutenir, la bonne pratique, c'est vraiment de demander un rendez-vous avec un conseiller BPI France. C'est vraiment la bonne pratique et il faut commencer par faire ça pour qu'ils puissent au mieux vous orienter sur les différents dispositifs d'aide que vous avez. Et sur les aides vraiment à l'amorçage, oui, excuse-moi Julia. Juste, je viens de recevoir une information qui peut vous intéresser. C'est sur le projet MetaBuildings pour soutenir l'innovation dans le domaine de la construction. L'appel à projet a été prolongé jusqu'au 30 septembre. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Julia. Et s'il y a des questions, pareil, n'hésitez pas à contacter Julia. Donc, comme je disais, les premières aides que vous avez lorsque vous vous lancez dans un projet d'innovation, elles sont de 2 types en fonction de si vous êtes résident ou pas à Paris. Vous avez la bourse French Tech, qui est le générique si votre entreprise n'est pas localisée à Paris intramuros. Donc, c'est vraiment une aide à la faisabilité, à l'amorçage de votre projet. Donc, vous avez tout le descriptif ici. Et puis, le Paris Innovation Amorçage, le PIA, qui est vraiment qui est porté par la ville de Paris et évidemment BPI France et qui est vraiment pour les entreprises intramuros à la condition qu'ils doivent être accompagnés par un incubateur. Et donc, vous avez ce type d'aide. Donc, je passe rapidement sur ces aides. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et pour vous parler de l'appel à projet InnovUp de la région Île-de-France. Donc, cet appel à projet, c'est un appel à projet unique qui vise à soutenir tout type de projet, de la faisabilité jusqu'à son développement et son expérimentation en Île-de-France. Donc, évidemment, l'ancrage francilien est très important et même une condition sine qua non pour être éligible. Donc, c'est vraiment un soutien large des projets d'innovation pour passer de l'idée à la commercialisation. Donc, c'est coopéré par BPI France et la région Île-de-France. Vous avez des montants qui peuvent aller jusqu'à 3 millions
en avance remboursable pour des projets de 6 à 36 mois et avec un taux d'aide qui peut varier en fonction de votre statut, sachant que pour les 70% d'aide, c'est vraiment soit pour des projets à fort impact, soit pour dédiés aux associations plutôt, qui peuvent être aidées à plus des 45% dédiés aux PME. Donc, beaucoup de personnes sont éligibles, donc évidemment les PME et les TPE, également les ETI et les associations. Donc les critères de sélection, c'est les critères de sélection de projets innovants, c'est-à-dire la nature, le degré de maturité, le risque porté par l'entreprise, évidemment, le potentiel économique de votre projet sur la région Île-de-France, mais pas que, hein, ça peut être tout à fait national, mais il faut bien que vous montriez, et c'est un critère de sélection important, votre ancrage territorial en Île-de-France et les retombées sociétales et environnementales sur le territoire. Voilà. Et ensuite, les critères de sélection, ça va être la qualité du projet, votre capacité en tant qu'équipe, en tant que ressources techniques, en tant que pertinence du programme de R&D et vos capacités financières. Hein. C'est toujours le même mode de financement. Il faut que vous montriez que vous avez les fonds propres nécessaires à mener à bien ce projet. Donc vous postulez au fil de l'eau sur cet appel à projet. De la même manière, on expertise et on va vous accompagner dans l'expertise et dans la labellisation de votre projet ainsi que dans le diagnostic de votre projet pour positionner au mieux votre projet sur cet appel à projet. On va relire hein, votre projet pour bien vérifier que vous répondez aux bons critères de sélection de cet appel et que vous êtes à un bon stade de maturité pour demander cet appel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai deux petites questions. On fait celle-là en ligne et puis après on répond à la vôtre. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Alors on a Inès tout d'abord qui nous demande si l'appel à projet InnovUp est accessible à des startups de 5 ans. Oui, tout à fait. Toutes les startups sont éligibles à InnovUp. Voilà, il n'y a pas de limite. Alors pour la faisabilité sur les entreprises moins matures, peut-être que BPI France va peut-être plus vous orienter sur, comme on l'a dit, une bourse French Tech ou un PIA, en fonction de votre localisation. Et Gérard qui nous demande si l'on a déjà bénéficié d'un soutien InnovUp, est-ce que l'on peut soumettre un nouveau projet avec un sujet différent ? Alors évidemment, hein, vous ne pouvez pas être aidé 2 fois pour le même projet. Ça va de soi, mais c'est mieux en le rappelant. Donc oui, vous pouvez postuler plusieurs fois au même appel à projet, sachant que, alors je me tourne vers Estelle, mais la région Île-de-France est aussi sur ces critères. On préférera toujours que vous ayez terminé un appel avant de postuler sur un autre. Et dans le cas où vous désireriez cumuler les appels à projets sur des briques technologiques ou des projets différents, il faudra que vous ayez les fonds propres cumulés pour vous permettre de postuler à plusieurs appels à projets en même temps. Oui, merci. Chantal, juste pour vous répondre, du coup, on est start-up pendant combien de temps ? Alors il y a différentes définitions de start-up. Tout le monde, dans mon expérience, en tout cas, certains donnent un âge. Quand il y a un âge, en général, c'est autour de 8 ans, mais c'est pas forcément un critère d'âge. Enfin, c'est pas selon les organismes, c'est pas forcément un critère d'âge. Donc en fait, ça dépend vraiment des. Enfin, quand on dit start-up, même dans tous nos appels à projets, dans tous les cas, faut considérer TPE, PME. Enfin, on est sur une entreprise. Il y a pas de soucis et de questions à vous faire par rapport à votre âge. Enfin, à l'âge de l'entreprise. C'est juste une question de langage. Exactement. On va prendre les questions du public maintenant. Oui. Merci, Bastien. Merci. Question assez simple dans la continuité d'une posée en ligne. Lorsqu'on a déjà eu donc un InnovUp faisabilité, est-ce que c'est possible de recandidater plus tard pour l'expérimentation sur le même projet pour le coup ? Alors, si vraiment vous avez aucun frais et que c'est vraiment stricto sensus de l'expérimentation et qu'il n'y a pas de R&D dans votre projet d'expérimentation, oui, je pense que c'est possible et ce sera vérifié, mais a priori, ça doit être possible. Il faut que les frais soient évidemment différents, mais ça peut être tout à fait dans la continuité de votre projet de faisabilité.
fait, il distingue plus, on a bien compris, hein, enfin dans ce nouveau guichet unique, il distingue plus ces différentes phases. Mais à partir du moment où vous avez une faisabilité il y a quelques années, il n'y a pas de raison que, enfin, si c'est une expérimentation, c'est une suite logique, vous présentez, ils peuvent que vous aider à condition que vous ayez bien les fonds propres suffisants par rapport à votre demande d'aide, de budget. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non, pas d'autres questions. Eh bien, très bien. Donc, on va passer. Et maintenant, on va accueillir notre expert depuis de longues dates chez Cap Digital, Sidi Sako, avec qui nous allons faire un petit focus sur le crédit impôt recherche. Et Sidi va nous présenter également les activités de sa société, donc puisqu'il est le cofondateur de EasyCIR, ou EasyCIR, je ne sais pas comment on prononce Sidi, mais comme tu veux, EasyCIR ou EasyCIR. Alors après, je vais peut-être pas faire de la publicité sur l'entreprise et aller directement sur les évolutions du crédit impôt recherche. Juste pour dire, je vais juste passer, hop, la petite manette pour. Merci. Déjà, bonjour à tous. Alors c'est toujours difficile de faire une présentation sur le CIR parce qu'on ne sait pas quel est le niveau de connaissance des participants. Ce que je vous propose, c'est partir, aller à l'essentiel, parce que je pense qu'en termes de temps, on est un peu limité. Oui, tu as encore au moins 10 minutes, 10 minutes, voire plus. Hein, il nous reste 15 minutes, donc vas-y, ne t'inquiète pas sur le temps, pas de problème. D'accord. Dans tous les cas, si je saute certaines slides ou certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un mail. On n'est pas un cabinet de conseil, donc on vous répondra gratuitement. Puis en plus, en tant qu'adhérent, c'est toujours un plaisir de s'entraider. Juste pour dire, EasyCIR, c'est un logiciel qui ambitionne de remplacer un peu l'activité des consultants en automatisant la gestion du crédit impôt recherche. Voilà. Alors, un petit rappel sur le crédit impôt recherche, même si je pense que vous connaissez un peu tous. L'objectif du crédit impôt recherche, c'est d'inciter à financer les activités innovantes et à renforcer les compétences au sein des entreprises, aussi de se rapprocher d'un niveau d'excellence. Toutes les entreprises qui sont imposables sont potentiellement éligibles. Alors, il y a 3 activités qui sont vraiment recherchées et qui sont ciblées dans le crédit impôt recherche. C'est la recherche fondamentale que vous allez très peu avoir dans les entreprises, la recherche appliquée et le développement expérimental. Au niveau des projets, alors après on va distinguer, hein, c'est pas des projets qui sont financés, mais des opérations. Au niveau des opérations qui constituent des projets, vous avez 5 critères, dont 3 qui sont très liés à votre activité de projet, et celles qui sont en verte, l'aspect de nouveauté, l'aspect d'incertitude et l'aspect de créativité. Et après, vous avez deux critères qui sont plutôt liés à votre méthodologie de travail, qui va être la systématicité, donc la capacité à formuler des hypothèses, à interpréter des résultats, et la transférabilité pour transférer les connaissances que vous allez acquérir avec le projet. Alors, il y a 2 types, et ça corrobore avec ce que tu disais tout à l'heure, il y a 2 types d'entreprises, il y a 2 types de remboursement pour le crédit impôt recherche. Il y a les jeunes entreprises. Alors, je ne sais pas si on peut dire start-up, PME, etc. Juridiquement, c'est des PME, qu'elles soient start-up ou pas. Celles qui ont moins de 4 ans, qui sont des PME, donc moins de 250 salariés, qui ont le statut jeune entreprise innovante ou qui ont des difficultés particulières, donc qui ont des procédures collectives, peuvent être remboursées immédiatement. Alors, immédiatement, c'est à chaque année, à chaque fin d'exercice fiscal. Et pas tous les mois, ce serait trop beau pour la trésorerie. Et 2 fois dans l'année. Oui, 2 fois. Ouais. 2 fois, ça peut être en deux phases. Une première phase vers le mois de mai, juin, et puis une deuxième phase en fin d'année. Ouais, l'idéal, je pense que ce serait tous les mois au moment de verser la paye. Hein. C'est sûr. Et puis vous avez celles qui vont être remboursées au bout de 3 ans. Et pour celles-là, en fait, vous cumulez une créance de crédit impôt recherche, soit ça vous permet d'abaisser votre niveau d'impôt, soit à la fin des 3 ans, vous demandez le crédit impôt recherche et il est restitué, bien souvent accompagné d'un contrôle.
Vous avez aussi, c'est important, si jamais vous avez des questions à vous poser sur le crédit impôt recherche, vous avez un document qui est un document de culture, on va dire pour vous, c'est le manuel de Frascati où vous allez avoir des définitions, des infos sur la méthode, etc. Sur le document qui est envoyé, vous avez le lien si jamais vous voulez le télécharger. Vous avez aussi, et ça c'est important pour toute votre activité, si vous avez un doute, c'est la loi. Quelle que soit l'interprétation que vous allez avoir via le manuel de Frascati ou via le guide du CIR, qui est un résumé, un condensé de la loi. Ce qui fait foi, c'est vraiment la loi. Et je ne l'ai pas mis aussi, mais les jurisprudences. Voilà. Aussi, que vous pouvez suivre. Alors sur le crédit impôt recherche, je rencontre pas mal d'entreprises qui sont éligibles et qui font pas les démarches pour avoir le crédit impôt recherche. Il faut savoir que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez des activités innovantes, donc il y a de fortes chances que vous êtes éligible au crédit impôt recherche. Il y a énormément d'entreprises qui déclarent le crédit impôt recherche, donc on est à presque 30 000 entreprises. Certains acteurs pensent qu'il y a 10 000 entreprises en plus qui pourraient en bénéficier, mais qui font pas le nécessaire pour l'avoir. Il faut savoir que c'est un gros budget pour l'État, c'est un peu plus de 6,8 milliards de créances. C'est peut-être le premier dispositif de financement de l'innovation. Tout Ouais. à fait. Ouais. En termes de dépenses, et je sais que vous êtes impatient, donc je vais aller sur les nouveautés, mais en termes de dépenses, il faut savoir que la majorité des dépenses sont des dépenses de personnel. Pour plus de la moitié, finalement, si on prend en compte les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est un forfait que vous allez avoir pour le salarié. C'est-à-dire que si vous avez quelques salariés qui vont travailler X% de leur temps sur le crédit impôt recherche, vous allez prendre les dépenses que vous allez engager pour ces personnes-là et les frais de fonctionnement à côté. Donc 43% pour les dépenses de personnel et 75% pour les dotations d'amortissement. Alors ces dépenses, ça va être pour le PC, pour le café, pour le personnel de soutien aussi, parce que le personnel de soutien, vous le mettez pas dans les dépenses que vous déclarez. Alors, petit point d'attention sur le crédit impôt recherche. Ce qu'il faut regarder, et ça c'est plutôt un conseil que je vous donne, c'est pas une règle dans l'absolu, c'est que dans l'ordre, on conseille quand même de bien regarder l'éligibilité des opérations, des projets et des opérations. Après l'éligibilité des tâches et des personnes, voir ce qui est éligible. J'ai parfois rencontré des clients qui mettaient les assistantes parce qu'elles participaient aux réunions de projets. Non, c'est pas trop un personnel. Enfin, c'est pas du tout un personnel qui est à mettre dedans. L'éligibilité des dépenses aussi, enfin assistante ou assistant d'ailleurs. Je corrige ce que j'ai dit. L'éligibilité des dépenses et le respect des règles de calcul. Alors après, je vais aller très vite sur la dernière partie pour aller sur les nouveautés. C'est que vous avez 3 points qui sont importants. Un, c'est le chiffrage. Parce qu'à la fin ce que vous voulez savoir, ce que veut savoir l'administration, c'est quelles sont les dépenses, le montant des dépenses et le montant de CIR. Le dossier technique que vous avez rédigé, qui est un justificatif de tout ce que vous avez réalisé. C'est en fait comme les dossiers de financement que vous faites, sauf que c'est a posteriori. Et puis le contrôle, même si je vous souhaite de ne pas avoir à faire cette étape-là. Alors ça, je vais passer, vous pourrez voir avec la présentation, c'est des explications sur les rubriques du dossier, voir ce qui est à faire par projet, ce qui est à faire en fonction du temps. Je vais y arriver. Voilà. Ça passe plus. Il y a un problème. J'arrive? C'est bon. Ah bah, super. Voilà, on est sur les nouveautés. Alors sur les nouveautés, il y a les frais de fonctionnement qui évoluent. En fait, on était auparavant à 50% de frais de fonctionnement. Surtout, attention, on est passé à 43%. Donc, quand vous faites votre calcul, n'oubliez pas de faire cette modification.
Sur le CIR et sur le Brexit, alors je me posais la question sur les appels à projets précédemment, parce qu'en fait, quand vous avez une société qui est agréée et qui est basée au Royaume-Uni, depuis le 1er janvier 2021, vous pouvez plus la valoriser en fait. Vous pouvez plus valoriser les sociétés qui ont l'agrément, mais qui sont basées au Royaume-Uni. Sur les refacturations des frais de pays, alors quand vous êtes un groupe, et maintenant vous pouvez les assembler si vous êtes bien le propriétaire. Et pour le C2I, au niveau de la Corse, on passe de 20% à 35% à partir du 1er janvier 2020, donc sur votre CIR, sur votre C2I 2020. Peut-être juste la différence entre CIR et CII. Ah oui, alors CIR, ça va être ce qu'on évoquait, des dépenses de recherche. Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche. C2I, ça va être crédit impôt innovation. Crédit impôt innovation, ça va être pour les PME, ça va être plafonné à 400 000 euros de dépenses. Généralement, vous avez 20% de frais sur ces, enfin 20% de, je cherche le terme. Le C2I correspond à 20% du montant des dépenses qui est plafonné à 400 000 euros. Et c'est sur, si on met en parallèle avec les TRL, vous allez être sur des TRL qui sont beaucoup plus hauts, sur des TRL 9, d'essais de sites, d'implémentation. En fait, c'est quelque chose qui permet d'améliorer votre solution, mais qui finalement n'est pas de la recherche. Merci. Et l'autre point qui est le gros point, le très gros point. Le gros point qui est qui mérite discussion d'ailleurs, c'est la fin du doublement de la sous-traitance avec les organismes publics et la demande d'agrément de ces organismes-là. Voilà. Donc effectivement, hein, comme peut-être vous ne le saviez pas, mais quand vous aviez en sous-traitant ou en collaboratif un projet avec un laboratoire public, les frais de sous-traitance étaient éligibles au doublement du CIR. Donc, vous pouviez toucher 2 fois le CIR sur cette prestation. Et à partir du 1er janvier 2022, c'est fini. Ce sera plus qu'une simple subvention au CIR. Oui. Ce qui veut dire que quand vous allez déclarer votre CIR le 31, enfin quand vous allez finir votre calcul le 31 décembre 2022, il faut savoir que ça à chaque fin d'année civile et pas d'exercice fiscal comme j'ai pu le dire au début. Quand vous allez finir le calcul, vous allez compter 1 pour si vous travaillez avec un laboratoire public, au même titre que si vous travaillez avec une entreprise qui est agréée au CIR. Voilà. Donc la grosse nouveauté de ce CIR. Donc on a une question de Gabriel. Quand l'exercice fiscal se termine le 30 juin 2021, il semble que les dépenses du premier semestre 2021 ne seraient remboursées qu'en début 2022. C'est quand même étonnant dans la mesure où les résultats de l'exercice sont connus fin juin 2021. Tu as tout suivi ou pas? Je crois que ça se voit. C'est l'avantage du distanciel. On voit pas qu'on suit pas. Mais... donc en fait, Gabriel, oui, effectivement, c'est vraiment à la fin de l'année qu'on calcule le CIR. Ouais. Et donc, le CIR de l'année précédente, N-1, est remboursé en année N. Ouais. Voilà. Ouais. Donc oui, il faut attendre. Il faut attendre. Après, il faut attendre, mais vous avez des solutions de... Alors, je dis ça assez simplement, comme si c'était facile, mais ça ne l'est pas. Vous avez des solutions de préfinancement du CIR qui vous permet... Alors, préfinancement, ça va pas être financé avant que les dépenses soient réalisées. Hein. C'est financé avant que l'administration décaisse le crédit impôt recherche. Vous en avez certaines à certaines conditions de solvabilité, etc. Et je rappelle, si vous voulez tester en fait votre éligibilité au CIR, il faut faire un rescrit auprès de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de la recherche pour tester votre éligibilité. Et ce rescrit, s'il est accepté, ensuite vous laissera la possibilité de déclarer du CIR. Donc n'hésitez pas à tester aussi l'éligibilité de ce que vous déclarez.
Je peux rajouter Oui, juste un bien point. sûr. Sur le rescrit, en fait, vous avez 3 types de rescrits. Vous avez celui où vous allez présenter vraiment votre projet, ce que vous allez faire. Vous avez celui où vous allez pouvoir avoir, sur un projet pluriannuel, des rescrits roulants. Vous allez dire, ben voilà ce que j'ai présenté, voilà l'évolution. Et vous pouvez aussi faire des contrôles à la demande sur des points spécifiques. Dire, voilà, est-ce que moi j'ai telle interprétation de la loi, est-ce que si je fais ça, c'est valable? Et sur ces contrôles à la demande, qui sont pas sur toute l'activité R&D, mais vraiment sur des points, vous allez avoir une décision qui ne pourra pas être opposable, sauf si la loi évolue. Donc c'est un point qui est très sécurisant, dans la mesure où les rescrits, eux, vont valider la nature des dépenses, les projets, mais pas les montants comptables. Une question d'Émilie. La fin du doublement du CIR, du coup, prend effet sur le calcul du CIR 2021 ? J'ai mis, non. Non, sur le CIR 2022. 2022, ouais, c'est au 1er janvier 2022. C'était juste pour, pour confirmation sur le CIR 2022. On a une autre question de Dominique Noël. Donc ça, c'est plus sur toi, sur ton entreprise, Sidi, qui demande quel est ton revenu, ton modèle d'affaires. Peut-être signaler que du coup ta solution est accessible à toutes les entreprises et a été peut-être designée principalement pour les startups. Ouais, on essaie de faire quelque chose d'assez complet. Que vous soyez une startup ou un grand groupe, c'est assez adapté. Après, on a voulu faire quelque chose qui est vraiment pas cher. Donc, on a 9 € par mois et par utilisateur. À titre d'idée, si vous êtes 5, 9 € par mois et par utilisateur, donc c'est-à-dire personne affectée à la R&D. Si vous êtes une entreprise de 100 personnes mais qui a que 5 personnes, c'est vraiment les personnels qui sont éligibles au crédit impôt recherche. Ouais. Et ça se présente, alors j'ai pas dit, sous forme de feuille de temps, où on vous pose quelques questions et derrière, on calcule et on génère le CERFA, la doc scientifique et la synthèse financière. Voilà. Mais ça, par contre, ça n'écrit pas votre dossier. Ouais, on fait pas de conseils. L'écriture automatique n'est pas encore arrivée. Ça va venir. Je sais pas. On va voir avec les pays. C'est peut-être pas à espérer. J'ai une question très naïve sur le CII dont tu as parlé à la fin, parce que ça m'a interrogé pourquoi, la Corse passe de 20 à 35%. En dehors de la Corse, le taux, c'est combien ? Alors, c'est 20% en métropole, 40% dans les dom-toms et 35%. Donc, j'avoue que j'ai un doute pour les dom-toms, 40% normalement. Mais sinon, sur la métropole, c'est 20%. 20%. D'accord. Et toujours plafonné à 400 000 € de dépenses. Peut-être y a-t-il des questions dans le public ? Non, pas de questions sur ce sujet. Peut-être juste, je finis la présentation pour vous rappeler également 2 dispositifs. Le dispositif Jeune Docteur, qui est vraiment pour favoriser le recrutement des jeunes docteurs par les entreprises. Donc, ça concerne les chercheurs, c'est-à-dire que vous devez avoir un diplôme de doctorat. Voilà, des docteurs S-Sciences pour pouvoir disposer de ce dispositif. Et c'est un dispositif à destination des entreprises qui leur permet d'avoir une aide sur le recrutement d'un jeune docteur. Alors jeune, ça ne veut pas forcément dire qu'il est jeune, mais ça veut juste dire qu'il n'a jamais eu de CDI auparavant. Donc, si vous la contrainte, c'est de l'engager évidemment en CDI pour lui permettre d'accéder à son premier CDI. Et en contrepartie, on va vous rembourser jusqu'à 2 ans de salaire de ce jeune docteur à plus de 100%. Donc, c'est un dispositif très intéressant. Et si vous souhaitez acquérir des talents hautement qualifiés dans votre entreprise, ça peut être un très bon dispositif pour vous. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous mettre en relation avec des organismes spécifiques qui pourraient vous aider à trouver ces hauts profils.
Et je le rappelle toujours, hein, les tests partenariales, donc il y a différents dispositifs, le plus connu étant le dispositif CIFRE de l'ANRT, qui est vraiment pour avoir un doctorant, donc un étudiant qui fait sa thèse en collaboration entre un laboratoire et une entreprise. Et ces dispositifs permettent de financer ce doctorant tout au long de ces 3 années de thèse. Donc voilà, c'est très intéressant. Le CIFRE, c'est un dispositif, donc comme je le disais, qui est porté par l'ANRT et c'est l'entreprise qui va être aidée puisque le doctorant va être engagé par l'entreprise, alors que les Paris Region PhD ou les thèses ADEME, c'est le laboratoire qui va être subventionné pour accueillir le doctorant en collaboration avec une entreprise. Donc de la même manière, si vous souhaitez avoir ce genre de profil dans votre entreprise qui vous aide sur vos travaux de recherche et de développement, n'hésitez pas également à nous contacter. On peut vous mettre en relation avec des laboratoires d'intérêt qui pourraient vous aider à co-porter un projet via un étudiant en thèse et ça vous permet d'avoir un personnel dédié à 100% dans votre entreprise qui travaille spécifiquement sur une thématique qui est hautement intéressant pour votre recherche et votre développement à l'intérieur de votre entreprise. Donc de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé ou si vous voulez des précisions sur ces différents dispositifs. Voilà, merci beaucoup Sidi d'être intervenu. Donc on n'hésitera pas à te contacter pour l'expertise de nos dossiers sur la vague 8 du concours d'innovation. Et si vous avez évidemment des questions pour Sidi, toutes ces coordonnées sont dans la présentation et si jamais vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous mettra en relation avec Sidi. Merci beaucoup pour ton intervention ce matin dans notre R&D Corner. Donc juste des derniers mots sur ce qui arrive. Alors tout d'abord, juste mise en lumière, mais la deadline est vraiment très proche mais pour nos entreprises EdTech qui pourraient être intéressées, le challenge éducation, l'appel à projet lauréat vague 1. Donc dont la deadline est le 6 octobre. Donc si vous avez un challenge dans cette filière EdTech, n'hésitez pas à postuler sur cet appel à projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cet appel à projet, de prendre contact avec nous et nous répondrons. Aurit, qui est la référente filière éducation chez Cap Digital, pourra répondre également à toutes vos questions. Donc, si vous êtes intéressé par ce challenge qui est sorti voilà le 1er septembre, n'hésitez pas à nous contacter également. Il y a 17 thématiques différentes de sujets de challenge qui sont posés, donc auxquels vous pouvez peut-être répondre. Ça peut être, c'est vraiment intéressant. Voilà, très intéressant, effectivement, comme appel. Et juste un petit focus sur nos événements à venir. Donc le Demo Day de DigiCirque, qui aura lieu le 8 septembre. Ensuite, un événement sur le Hack Tech avec Picom Backend Digital et l'INRIA le 16 septembre. Et puis, je me suis fait un petit plaisir, donc celui qui me tient particulièrement à cœur. Donc, si vous êtes une entreprise innovante dans la Sportech, ou si vous avez, ou si vous voulez appliquer votre solution à un cas d'usage sur le sport de haut niveau, donc vous avez aussi le festival Sport Unlimited qui revient cette année avec plusieurs dates et la première édition ce sera à Lille du 23 au 24 septembre et ce sera sur la thématique de la performance sportive. Donc voilà, n'hésitez pas également, nous sommes partenaires de l'événement, n'hésitez pas à candidater ou à vous enregistrer pour participer à cet événement de haut niveau sur le sport en vue de ces Jeux Olympiques de 2024, c'est de bon augure. Et vous retrouverez tous nos événements sur la plateforme Connect Cap Digital. Donc n'hésitez pas à voir l'ensemble de vos événements sur cette plateforme.
Et voilà, et nous arrivons à la fin de ce R&D Corner. Merci à tous les intervenants, merci Estelle, merci Sidi, merci à mes collègues Julia et Christelle, merci à l'équipe com qui est à la régie et qui a fait en sorte que tout se passe bien aujourd'hui dans notre premier R&D Corner Figital, comme on dit. Merci à tous, très bonne journée à tous. Merci au public de s'être déplacé. On était très contents de revenir avec une partie en présentiel. Et merci à vous derrière vos écrans de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et au mois prochain. Au revoir. Bonne journée.